Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde où aujourd'hui on va parler de tests, mais de tests dans un contexte différent, qui est dans le monde de l'embarqué. Donc ce sujet, je le dois à Cédric, Cédric Lefebvre qui est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-François. Donc Cédric, c'est quelqu'un d'expérimenté dans le domaine de l'embarqué et du test. Il est responsable métier test logiciel et système chez Expleo Group et notamment tu as une grosse expertise dans l'automotive, l'automobile pour le grand public, si je dis pas de bêtises. Et Exactement ça. tu as une vingtaine d'années d'expérience et tu nous as fait une excellente présentation sur le test et sur l'IA à la dernière journée française du test et de l'intelligence artificielle à Paris, là où on a eu l'occasion de se rencontrer. Et voyez-vous, cette rencontre a fait émerger ce podcast où Cédric a dit c'est vachement bien ce que tu fais sur la guilde, mais on parle pas assez d'embarquer. Et je lui dis tu as raison, c'est pas forcément mon cœur de métier, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on développe. Et j'ai dit viens, je t'invite sur mon podcast et on va en discuter. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Voilà. Est-ce que je t'ai suffisamment bien présenté? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que j'aurais omis d'important? Non, effectivement, en tout cas merci de cette invitation pour parler, je dirais pour la première fois peut-être de l'embarqué dans ton podcast et principalement du test appliqué à l'embarqué. Et oui, comme tu me l'as dit, j'ai une grosse expérience dans le domaine de l'embarqué et quasi exclusivement aussi dans le domaine de l'automobile, avec un premier début de carrière plutôt de la partie gauche du cycle en V, hein, avec de la recherche, de la R&D, d'écriture de spécifications autour de messagerie CAN, hein, qui est le protocole de communication qu'on trouve beaucoup dans l'automobile, et puis aussi d'écriture d'exigences pour tout ce qui va concerner des chaînes d'acquisition et des chaînes de pilotage autour du domaine des calculateurs de contrôle moteur et des calculateurs ABS et ESP. J'ai fait ensuite un petit peu de pilotage de développement logiciel avant de basculer vers 2015 dans le domaine du test. Alors de manière un petit peu particulière, puisqu'ayant déjà un peu d'expérience, je sais pas commencer, on va dire, au bas de l'échelle à écrire des cas de tests, etc. J'ai directement été parachuté test manager, donc c'est un petit peu particulier. Donc j'ai découvert plutôt le pilotage d'activités et de centres de services avec les problématiques d'un point de vue méthodologique, indicateur pas bon ou gestion d'un client. Et finalement, bon, avec un peu de logique, avec un peu de bon sens, ça se passe bien, on met des méthodologies en place et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on voit finalement que c'est plutôt des problèmes de gestion de projet, d'organisation, plutôt que des problèmes de compétences des collaborateurs qui font parfois un petit peu le bazar dans nos projets, nos relations avec nos clients. Et donc l'aspect méthodologique, on le sous-estime un petit peu. Et anecdotiquement, je dirais, par rapport aux certifications, j'ai d'abord été certifié TMMI avant d'être certifié ISTQB Fondation. Je pense que c'est pas très commun, je pense. Et du coup, voilà, ça m'a plu de faire ces 3 années de pilotage et ensuite j'ai voulu me diriger dans la filière expertise pour faire bénéficier justement de mon expérience dans ce projet-là au reste du groupe d'Expleo. Et c'est ce que j'ai pu faire à partir de 2019 en devenant responsable métier ou practice leader, hein. Les dénominations sont identiques. Et aujourd'hui, je m'efforce de faire vivre ce métier à travers 3 piliers. La formation interne, mais aussi externe depuis quelques temps, autour de l'ISTQB Fondation, la relation également avec les écoles pour vulgariser le métier du test, notamment à l'ESI Paris dont je suis originaire, où je fais une formation sur l'ingénierie et le test autour de l'embarqué, principalement en automobile. Et puis depuis cette année également dans le Master 2 ITVL que j'ai suivi ces 2 dernières années. Donc une reprise d'études récente, justement pour se spécialiser dans le domaine du test. On intervient également sur l'aspect méthodologie, processus pour aider les projets à se structurer. Et puis, comme tout le monde, hein, un petit peu une activité autour de l'outillage en général, qui va tourner autour de l'automatisation,
du model-based testing, qui a un petit peu de mal à prendre dans le domaine de l'embarqué et de l'automobile. Et puis, toutes les activités qu'on peut faire ou débuter autour de l'IA, comme j'ai pu le présenter à la dernière JTIA. En tout cas, merci pour cette précision, un parcours riche. Quand on discutait ensemble, on disait, bah oui, ça reste du test, pas qu'on fasse du software, du retail ou de l'embarqué, mais il y a quand même des spécificités dans l'embarqué. Oui, Voilà, faut pas oublier que lorsque ton, ton outil et ton logiciel qui pilote ton outil, c'est quand même un outil en mouvement. Une voiture, un satellite, un avion, un hélicoptère. On peut pas dire je mets le système en maintenance et je le redémarre. Ça se passe pas comme ça. Sinon, c'est les airbags tac à tac, on rappelle et on ouais. rappelle 2 millions de voitures. On n'est pas sur la même chose en termes de coût lorsqu'on doit rappeler pour faire une mise à jour. Voilà. Regarde, l'exemple que j'aime bien dans l'automobile, c'est ce qui est facile à mettre à jour, c'est la mise à jour de l'écran tactile. Mhm. Au final, quand on regarde les stats de près, il y a peu de gens qui les mettent à jour finalement. Ouais. Parce qu'il faut synchroniser, le lancer, même faut mettre le Wi-Fi. C'est pas comme le mobile où ça se fait tout seul automatiquement. Peut-être qu'un jour on y viendra. Mais Oui, avec le Software Defined Vehicle, c'est l'un des objectifs de pouvoir mettre à jour, télécharger des applications, faire du diagnostic, de la mise à jour de logiciels à distance. Alors bien sûr, pas pendant que tu es en train de rouler, hein, mais pendant des phases de stationnement dans de, le garage. Voilà, mais c'est vrai que la particularité de l'embarqué, je dirais, c'est que ce sont des systèmes qui ne sont pas purement logiciels, qui sont le logiciel embarqué dans une électronique, qui a elle-même un cycle de développement, des contraintes. Et puis on a en forte interaction avec de l'hydraulique, de la mécanique, de ce que tu veux, du pneumatique, ouais. pour faire avancer les véhicules. Et la particularité aussi, c'est que dans l'embarqué, ça concerne bien évidemment l'automobile, mais l'aéronautique, le ferroviaire, la défense, le naval, et tout ça, ça embarque également des personnes. Donc il y a une forte contrainte par rapport à la sécurité, par rapport à la safety. Et puis, comme tu disais, tout ce qui est mise à jour, on part sur des développements, on va dire, qui sont quand même assez longs et on peut pas faire des mises à jour qui vont embarquer trop de choses puisque les mémoires sont limitées, sont définies dès le début du projet, en termes de mémoire, en termes de charge de calcul, même en termes d'énergie. Il faut savoir que tous les capteurs qui vont être embarqués ont des contraintes de consommation de courant maximale, mais également minimale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de corrosion qui s'installe. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, euh, mais qui est très formateur en tout cas dans la manière de réfléchir, dans la Ouais. manière de raisonner, dans la manière de penser à très long terme l'évolution du produit. Moi, je me souviens que quand je fais du pilotage du développement logiciel, on nous disait toujours bon là on part avec le produit, il faut pas que la première version logicielle qui soit embarquée en V-série consomme plus que 75% de la charge du calculateur, 75% de la RAM, de la mémoire, puisqu'on sait très bien qu'avec les évolutions qui vont arriver, ou les corrections, ou les mises à jour, ou les restylages, tout ce que tu veux dans les 3, 4, 10 années à venir, on va avoir des fonctionnalités nouvelles à embarquer, et on peut pas se permettre de redévelopper un calculateur. Le non fonctionnel est beaucoup plus prégnant pour Mm. dans le métier du test, l'embarqué que un testeur qui teste une appli web grand public. Globalement, c'est pas c'est pas un petit truc à voir à côté. C'est forcément un requirement obligatoire qu'il faut valider et vérifier avec des outillages et des techniques adaptées. Oui, tout à fait, tu as raison. Par exemple, on peut prendre l'exemple des airbags. Un airbag, il y a un aspect fonctionnel, c'est-à-dire que quand il détecte un crash, c'est important qu'il se déclenche. Par contre, c'est d'autant plus important qu'il se déclenche dans la bonne fenêtre de tir. C'est-à-dire que trop tôt, c'est dangereux. C'est un peu ta Chaud à cata quelques même. centaines de millisecondes, hein. Ouais. Et trop tard, c'est grave aussi, puisque si tu as déjà la tête dans le volant, se prendre un airbag qui se déclenche, c'est pas la bonne solution non plus. Donc cet C'est aspect la double peine là. exactement. Mais c'est l'aspect plutôt, tu vois, on est beaucoup dans le temps de performance, enfin le temps de réponse, les mesures de performance. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes chez nous. On parlait aussi de taux d'occupation, par exemple, tu vois, le protocole CAN. Sur le bus CAN, on s'arrange à chaque fois pour avoir des temps d'occupation de 40%, pas plus, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir de temps en temps malheureusement des synchronisations de signaux de trame qui circulent à 10 millisecondes, qui vont être synchrones avec celles de 100 millisecondes, de 1 seconde, et donc tu peux avoir des pics
des pics de charge temporaires, hein, qui Ouais. pourraient empêcher certains signaux de circuler et donc l'information de circuler. Ah oui, le cadencement, forcément, tu lié, Oui, lié à ça. Ça reste c'est presque de l'horlogerie oui, sur certains cas d'usage. Moi, je me rappelle, j'avais fait venir, des des testeurs qui venaient du logiciel software, j'ai envie de dire, grand public, à de l'embarquer, heu et au moment de l'onboarding, ils me disaient: «Mais pourquoi je dois mettre mon nom, mon prénom et le nom de l'entreprise, sur le PV de recette?» Alors la grande phrase que j'aime bien dire, c'est voilà: la différence avec ce que tu as connu et ce qu'on voit dans le monde, de l'embarqué, c'est que dans le monde industriel, il y a des normes et toi, tu as vu des recommandations. Ils me disent: «C'est la même chose». Je fais: «Non, la norme, elle est obligatoire, la recommandation, j'ai envie de dire, entre guillemets, tout le monde s'en fiche. Si on la fait pas, c'est pas grave. Il vaut mieux la suivre». Mais pourquoi il y a des normes? Parce que derrière, tu travailles sur des projets, potentiellement, il peut y avoir des morts. Donc derrière, oui, il y a certains systèmes où on apprend l'erreur, que suite à un accident. C'est comme ça que l'aérien s'est construit, même s'il y a eu beaucoup de simulations avant et il y a des problèmes qu'on ne pouvait pas anticiper, qui ont été vus après grâce au boîtement. Donc c'est quand même des métiers où il y a plein de sous-traitants. Donc il faut voir si c'est un problème dans la gouvernance, dans le cas d'usage ou dans le test. Il y a quand même des cas de figure où la phase de test dure plus longtemps que la phase de développement parce que c'est critique. Si tu dois, faire un contrôle, de ton hélicoptère, il faut mieux prendre le temps de bien tester parce qu'une fois qu'il est en l'air, s'il y a le bug, tu oui, raccroches. tout à fait. Donc c'est vrai qu'à ce côté, tu disais, il y a des risques, humains qui sont Ouais. beaucoup plus grands, quoi. C'est pas juste, de la perte financière. Humain, de l'image, des assurances financières, enfin c'est énorme. Il y a un crash d'un avion, les gens après ils hésitent à prendre cet avion. Une voiture autonome, s'il y a un accident, tu vas hésiter, peut-être. Pas un, peut-être pas, mais une série d'accidents, tu vas commencer à douter. Donc ça va jouer sur tes ventes, et sur le cours de ton action et sur les emplois de tout le monde. Tout à fait, bah, tu as raison, hein, par rapport à l'utilisation des normes. Dans l'automobile, on a tout ce qui touche à l'ISO 26262 avec la définition de ce qu'on appelle des ASIL, donc Automotive Safety Integrity Level, hein, qui vont définir justement quel est l'impact d'un événement redouté, quelle est l'occurrence avec laquelle il va se produire. Et dans les impacts, ben, c'est défini avec des critères de sévérité comme ben, pas de blessure, blessure légère, blessure grave et jusqu'à la blessure mortelle. Mmh. Et donc, tout ça, ça va influencer. Alors, c'est plutôt fait normalement du côté de l'équipe qui va concevoir les exigences hein, ou le produit, puisque c'est une aide pour savoir est-ce que je dois mettre en place de la redondance, est-ce que je dois dupliquer des informations, des calculateurs, comme par exemple dans l'aéronautique avec des calculateurs qui se surveillent les uns les autres. Mais dans l'automobile aussi, on a par exemple des dédoublements d'informations, ne serait-ce que sur la pédale d'accélérateur, d'avoir une double recopie de l'enfoncement de la pédale ou du boîtier qui va gérer l'entrée d'air dans ton moteur, qui a une double recopie, pour s'assurer justement qu'en cas de défaillance, ben, on puisse s'en rendre compte et prendre la bonne décision. Et du coup, ben, côté test, ça doit aussi nous influencer dans la manière de couvrir justement ces exigences, dans la quantité de tests à réaliser, dans l'importance qu'on doit y apporter. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Donc là, on parle de l'automobile, hein, mais de manière globale, dans l'embarqué, Oui. que ce soit dans le ferroviaire, ailleurs, ou même dans l'aéronautique. Hein. Les normes sont tous issues d'une norme globale, qui est CEI 61508, qui parle de sûreté en général. Faut oublier qu'il y a des systèmes, une fois qu'ils sont lancés, on peut plus les mettre à jour. Satellites Oui. dans l'aérospatiale, une fois qu'ils sont en l'air, ils restent, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mm. Après, le but, ils restent dans la poubelle de l'espace. Il y a des projets pour essayer de les récupérer, mais après, Oui, voilà, voire même mais des projets pour essayer d'éviter ces débris justement, et c'est assez amusant parce que j'ai des collègues qui travaillent justement dans l'aspect satellite, et aujourd'hui ils s'inspirent beaucoup de ce qui est fait dans les ADAS, hein, donc dans les aides pour les automobiles, justement pour essayer de voir si on pourrait pas identifier des obstacles qui sont en phase 2 et les éviter, comme toi tu éviterais, je sais pas, oui, un animal qui traverse sur la route, bah là, ça serait d'éviter, en changeant la trajectoire du satellite temporairement, pour éviter ce débris. Donc il y a quand même quelques passerelles entre qui sont pas toujours évidentes à identifier au début, mais dans l'embarqué, oui.
Il y a plein de spécificités en fonction des contextes, et notamment il y en a un autre qu'on va développer dans le deuxième épisode, c'est les environnements de test. C'est toujours le nerf de la guerre quand on teste, mais comme tu as dit, il y a du matériel, c'est un peu particulier. Et donc on va développer ce sujet-là ensemble lors de ce deuxième épisode. Donc restez avec nous et accrochez bien vos ceintures parce que on fait de l'automotive et ça va aller vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.